Parfait. Alors, bonjour, bienvenue à cette conférence provinciale. Mon nom, c'est Cindy Girard. Je suis bénévole pour la QDC. Je suis aussi animatrice de groupe d'entraide. Et si vous êtes habitué de venir aux conférences, ben vous êtes habitué probablement de me voir aussi. Fait que contente de vous voir. Juste pour vous rappeler un petit peu le fonctionnement, comme toujours, pour que ça se passe bien puis qu'on n'interrompt pas la conférencière, toujours fermez vos micros, super important. On n'interrompt pas non plus la conférence. Les questions, vous pouvez les poser dans le chat et on va les prendre à la fin de la conférence seulement. À la fin, on va pouvoir aussi vous donner un moment de parole. Ça dépend toujours du temps qui nous reste et le nombre de questions, mais on va pouvoir vous donner un temps de parole aussi si vous avez besoin d'en prendre un. Également, je vous rappelle que la conférencière ne peut pas répondre à des questions d'ordre privé sur des traitements personnels ou peu importe. Tu sais, quand vous posez des questions, allez-y une générale parce que beaucoup de gens ici, on veut que ça soit profitable pour tout le monde. Donc, on y va plus dans des questions d'ordre général. C'est ça, c'est un petit peu mes consignes au niveau du fonctionnement de la conférence. Ensuite, c'est une petite particularité aujourd'hui parce qu'on arrive proche des festivités de la période d'été au niveau de la QDC, ce qui veut dire que dans le prochain mois et demi, je vous dirais, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, c'est pour ça qu'on voulait prendre un moment pour vous dire ce qu'il va y avoir. Là, je vous dis ça, je vous défile ça, mais faites-vous-en pas, je vais le marquer dans le chat tantôt, tout ce que je vous dis là avec les dates. Comme ça, vous pourrez, vous allez y avoir accès, mais aussi tout est marqué sur notre site Internet. Donc, tout ce que je vous dis là, si vous allez sur le site Internet, tout est à jour, vous allez tout repérer les événements. Alors, le 9 juin, il va y avoir un groupe d'entraide virtuel. C'est la présentation du film Horizon parallèle et ses particularités. J'ai vu le preview. Je peux vous dire que ça va être très, très intéressant. Fait que si vous pouvez être présent, je vous le conseille grandement. Le 11 juin, il va y avoir aussi un groupe d'entraide en anglais. Ensuite de ça, le 22 juin, un groupe d'entraide du après visionnement du film Horizon. Parce que comme je vous disais, c'est comme un groupe d'entraide spécial. Fait qu'on va vous voir avant pour vous présenter le film. Vous allez écouter le film chez vous par la suite. Après ça, vous allez revenir, puis il va y avoir une séance de questionnement. Vous allez reparler ensemble du film qui a été fait ici au Québec. Donc, c'est super intéressant. Toutes les informations sont plus sur le site web. Ensuite de ça, on a un à deux autres qui devraient s'ajouter en juin. Fait que restez à l'affût. Si vous êtes sur notre infolette, vous êtes membre de la QDC qui est gratuit, vous allez les recevoir automatiques dans votre boîte courriel. Ensuite de ça, il va y avoir une conférence le 9 juin à midi. C'est les stratégies non pharmacologiques pour mieux dormir malgré la douleur, donnée par la psychologue Joanie Mercier. Et il va y avoir notre assemblée générale annuelle qui va être le 10 juin à 17h30. Le lien d'inscription est sur la page d'accueil de la QDC, fait que vous pouvez y assister. C'est pour vous, nos membres. Et pour finir, c'est le 13 juin, c'est notre marchons contre la douleur chronique, qui sont dans 6 villes différentes. Vous pouvez aller sur le site Internet, vous pouvez vous inscrire. Vous inscrire, c'est plus pour savoir combien de personnes qu'on attend. C'est pas parce que ça coûte quoi que ce soit. Fait que je vous invite à aller vous inscrire pour venir marcher avec nous ce samedi matin-là. Moi, je vais être pour ma part du côté de Québec. Je vais m'occuper de l'ensemble des bénévoles. Fait que si vous avez le goût de venir me faire un petit coucou en personne, ça va me faire plaisir pour les gens de Québec. Fait que sur ce, alors on arrive à notre conférence dont le titre porte Accès au territoire, démocratisation du plein air et santé, un levier pour le mieux-être et la gestion de la douleur, qui vous est offert par notre conférencière Laura Ducharme. Alors, je lui cède la parole. Bonne conférence à tous. Merci beaucoup, Cindy. Donc, je vais prendre le temps de partager mon écran, juste m'assurer on a fait des tests, mais je vais m'assurer que tout se déroule bien, que ça fonctionne bien de votre côté. Donc, en principe, vous êtes supposé de voir mon écran. Tout est beau de votre côté, Cindy. Ça fonctionne très bien. Excellent, super. Bon, ben, merci beaucoup. Je suis très heureuse et très honorée, en fait, de pouvoir aujourd'hui vous parler, vous présenter, en fait, les différents parcs régionaux, les différents leviers, en fait, qui existent présentement, là, en ce qui a trait des bénéfices de la nature et évidemment de tout ce qui touche la gestion de la douleur à travers, justement, une approche de connexion avec le territoire, une connexion aussi avec le plein air, la nature. Donc, ça a été, je dirais qu'en fait, c'est qu'en février dernier, j'ai reçu un courriel justement du Réseau québécois de la recherche sur la douleur, en fait,
l'équipe en fait souhaitait explorer les possibilités de partenariat, de collaboration puis de recherche avec les parcs régionaux du Québec. Je vais en parler un peu plus tard de cette association-là, dans le but éventuellement de peut-être quantifier les impacts en fait de la nature sur la gestion de la douleur en fait pour les patients qui vivent avec des douleurs chroniques. Et de fil en aiguille, en fait, l'idée de faire cette conférence-là pour l'Association québécoise de la douleur chronique est venue, est apparue, en fait, a émergé, je dirais. Et c'est un peu ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est de voir un peu toutes les opportunités, les collaborations possibles qui existent entre les parcs régionaux et les différentes organisations. Et je vais vous présenter aussi, évidemment, les différentes mesures gouvernementales qui ont été mises en place, en fait, pour rendre plus accessibles, en fait, nos magnifiques territoires là, qui sont membres, en fait, de notre association. Donc, l'an passé, en fait, juste pour mettre les choses au clair par rapport à la présentation d'aujourd'hui, l'an passé, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu l'occasion d'écouter la conférence, en fait, de ma collègue Émilie Fortin, en fait, là, qui est étudiante au doctorat à l'UQAC, qui est physiothérapeute aussi. Elle avait fait justement une conférence sur à quel point justement les bénéfices de la nature favorisent et ont des impacts en fait quand même assez positifs au niveau de la gestion de la douleur. Donc, Émilie, en fait, elle a présenté non seulement les bénéfices de la nature sur la gestion de la douleur, mais elle a aussi vraiment décortiqué les bénéfices autant sur le plan psychologique, au niveau des collectivités, tout ça. Donc, évidemment, la présentation d'aujourd'hui, ça va être un complément, je dirais, à la présentation d'Émilie pour éviter justement de dédoubler puis que ça soit un peu redondant pour ceux et celles qui l'ont écouté. Par la suite, à la suite de la présentation, en fait, là, je vais vous envoyer via le PowerPoint que je vous présente en ce moment, je vais vous envoyer justement la présentation si vous parce qu'elle est encore accessible gratuitement si vous souhaitez la visionner pour compléter un peu la conférence d'aujourd'hui. Et elle m'a partagé aussi les différentes recensions d'écrits qu'elle a fait. Donc, évidemment, c'est une revue de littérature, en fait, qui est destinée avant tout aux professionnels de la réadaptation, mais c'est quand même assez intéressant si c'est un sujet qui vous intéresse, que vous souhaitez approfondir. Il y a une revue de littérature, en fait, là, qui a été publiée là, tout récemment, là, justement, sur les réseaux. Et puis, tout récemment, en fait, elle a terminé son projet de recherche en intervention plein air avec le parc régional Rivière-du-Moulin. Donc, elle a fait un projet de recherche, en fait, sur les bénéfices de la marche au sein d'un parc régional que je vais vous présenter justement dans les prochaines diapositives. Et c'était un projet de recherche qui était pour les personnes qui ont plus de 65 ans, qui vivent avec la lombalgie chronique, en fait. Et les résultats en ce moment sont pas encore publiés, sont en analyse. Donc, il y a ça aussi qui va s'en venir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, ça va être super intéressant de voir un peu les résultats de ce projet-là. Donc, voilà. Fait que je voulais vous informer, en fait, qu'aujourd'hui, ma présentation, le plan de match, en fait, que vous êtes proposé, on va se concentrer principalement sur l'accessibilité, en fait. Qu'est-ce qui favorise? C'est quoi les ingrédients clés, les mécanismes, en fait, les leviers qui existent, en fait, pour favoriser l'accessibilité et la démocratisation, en fait, du plein air et des parcs régionaux, et de voir un peu comment justement ça peut s'inscrire en fait dans l'autogestion en fait de la douleur chronique en fait et de notre santé en général au quotidien en fait. Donc c'est vraiment dans cette optique-là que je vais orienter ma présentation d'aujourd'hui. Fait que voilà, fait que je vais toutes vous partager de toute façon les différentes références, les ressources que je vais discuter aujourd'hui. Donc, ça ressemble un peu à ça, le plan de match. Donc, au courant de la conférence, en fait, je vais vous poser 3 questions. En fait, je vais vous inviter justement à répondre dans le chat pour chacune de ces questions-là. Puis, on va y revenir à ces réponses-là parce qu'on va en discuter ensemble. Puis, à la toute fin, en fait, de la conférence, il va y avoir un moment de partage, d'échange, en fait, là, par rapport à ce qui va avoir été partagé aujourd'hui. Donc, fait que ça ressemble un peu à ça, le plan de match qui vous est proposé aujourd'hui. Première question, justement, sur le continuum de la nature que vous voyez juste ici à l'écran,
où votre pratique se situe. Je m'explique en fait. Est-ce que vous êtes des grands pratiquants de plein air, donc vous allez en forêt, en région isolée, donc à l'autre bout du continuum, ou est-ce que vous êtes justement, est-ce que vous avez un jardin, est-ce que vous avez des plantes dans votre bureau? Donc, j'aimerais, dans le chat, en fait, j'aimerais ça que vous preniez un moment pour écrire où se situe votre pratique selon le continuum de la nature qui vous est présenté. Fait que je vous laisse un petit 30 secondes là, pour répondre dans le chat. On va y revenir à vos réponses. Donc, je serais curieuse de savoir un peu où se situe votre pratique en ce moment. Super. Dans ma cour, c'est parfait. Le jardin, les parcs régionaux, des plantes sur le balcon, la maison, parc de la Cap-Jacques, ouais, ruelle. OK, intéressant, super. Je vais laisser encore les quartiers, le parc. Qu'on est vraiment dans du plein air de proximité, ben ça tombe bien parce que c'est exactement ça qu'on va discuter aujourd'hui, de justement à quel point le plein air et la nature est plus proche qu'on le pense, puis que cette interrelation-là avec la nature, elle peut être plus proche qu'on le pense en fait. Donc, excellent, super. Je vais prendre le temps de me présenter. Donc, justement, si je reviens un peu dans mon continuum, en fait, là, moi, ma connexion avec le territoire et la prise de conscience qui l'accompagne, en fait, est assez récente dans ma trajectoire personnelle et professionnelle. Tu sais. Pendant longtemps, j'habitais un territoire sans réellement me laisser habiter par lui, si je peux oser m'exprimer de cette façon, puis sans nécessairement reconnaître cette espèce d'interdépendance-là qui est tellement puissante entre les humains, les milieux de vie, les collectivités. Moi, je suis travailleuse sociale, en fait, et je charge des cours en intervention par l'aventure et le plein air. Et j'ai débuté ma carrière comme BBTS, en fait, auprès du docteur Julien en pédiatrie sociale. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec la pédiatrie sociale en communauté. Puis ensuite, j'ai eu l'occasion aussi de travailler avec les Premières Nations grâce au Wapikoni Mobile. J'ai travaillé aussi sur différents projets en intervention plein air avec les Premières Nations, dont avec le Grand Conseil Wabanaki aussi. Donc, ça a été une expérience assez marquante qui a nourri beaucoup ma réflexion sur le territoire, l'identité, notre lien avec le vivant, en fait. Comme j'expliquais, dans le fond, je suis chargée de cours en intervention par l'aventure Le Plein Air au cégep de Bécomo, en fait, qui est un AEC de spécialisation en intervention plein air qui s'adresse principalement aux professionnels de la santé et des services sociaux, en fait, qui veulent développer des projets d'intervention plein air auprès de leur clientèle, en fait. En 2018, en fait, j'ai réalisé un projet pilote qui combinait l'intervention plein air et la zoothérapie. Et de ce projet-là est né Mike en Intervention par l'aventure, donc qui a été un organisme dans lequel j'ai pu justement former et faire des programmes d'intervention pour bonifier puis optimiser la santé mentale, en fait. Donc, c'était vraiment mon créneau dans lequel j'ai vraiment développé. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui me connaissent à travers cette aventure entrepreneuriale-là qui a finalement pris fin. Donc, en 2025, en fait, à la suite de mon congé de maternité, j'ai pris la décision, en fait, de fermer l'organisation pour me concentrer vers plus sur ma famille, puis pour me concentrer sur d'autres projets, en fait, qui m'animaient depuis plusieurs années. Donc, depuis 2018, en fait, j'ai développé ma pratique en intervention plein air avec une approche qui était avant tout très centrée sur l'aventure, les grands espaces. Si je retourne en arrière là, sur le continuum, j'étais beaucoup à l'autre bout du continuum, là, beaucoup en région isolée, dans les grandes forêts, les grands espaces. Donc, plus c'est loin, mieux c'est. Plus on est en déconnexion, mieux c'est. Donc, j'étais beaucoup dans une approche d'aventure thérapeutique. J'étais vraiment dans cette approche-là. Et puis, au fil des projets, des rencontres que j'ai faites, des recherches en fait aussi que j'ai faites, ma vision s'est tranquillement transformée. En fait, le plein air de proximité, les micro-aventures, l'accessibilité et la démocratisation du territoire, ont progressivement, tranquillement, ça a pris une place centrale dans ma pratique, en fait. Puis, en fait, ce changement-là, puis cette transformation-là, ça visait surtout à favoriser davantage la transposition
des apprentissages puis le transfert d'expérience dans le quotidien des personnes accompagnées. Dans ce sens où, ben, à tous les fins de semaine, on peut pas aller dans le fin fond des monts Wapishka pour se reconnecter avec le territoire. Donc, c'était de dire, OK, mais comment qu'on peut justement mettre en place des programmes d'intervention plein air qui favorisent justement cette généralisation-là des acquis, ce transfert-là dans le quotidien de la personne. Pour que la personne puisse intégrer justement le plein air et la nature dans son quotidien. Que ça soit au niveau de l'autogestion, au niveau de sa santé mentale, que ça soit au niveau de la santé physique, de la douleur, tout ça. Donc, c'est vraiment pour cette raison-là qu'il y a eu, je dirais, un changement là, de paradigme là, dans les dernières années, de par mes expériences que j'ai vécues, autant sur le terrain qu'au niveau de la recherche en tant que telle. Sur le plan personnel, je glisse un petit mot là-dessus. Tu sais, depuis 2023, en fait, moi, j'habite, mon conjoint et moi, on a décidé de faire le grand, excusez mon expression, là, mais mon anglicisme, le grand move, en fait. Et on a décidé de s'établir en région à Sainte-Rose-du-Nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc, qui est un petit village qui se situe entre Chicoutimi et Tadoussac, en fait. Petit village, en fait, d'à peu près 400 personnes, en fait. Et ce changement de milieu de vie-là, ça a vraiment changé, puis ça a profondément nourri aussi ma réflexion, puis mon rapport au territoire, puis au vivant. Donc, puis en devenant maman, évidemment, ça, donc ça fait à peine, c'est ça, mon bébé vient d'avoir 14 mois, en fait. Ben, c'est ça aussi que ça a amené des transformations au niveau de ma conception de l'intervention plein air, de ma connexion avec le territoire, puis de ma compréhension aussi là, de toute cette connexion-là en tant que telle. Tu sais, aujourd'hui, en fait, je réalise que se reconnecter au territoire, qu'on soit à Montréal ou à Sainte-Rose-du-Nord, ici au Saguenay, c'est pas seulement d'être dehors, en fait, c'est développer une capacité d'attention, de présence, de réciprocité. C'est reconnaître, en fait, que se connecter avec le territoire, se connecter avec la nature, en fait, ça peut devenir un véritable levier de santé, en fait. Autant sur le plan individuel, mais aussi pour les collectivités. Tu sais. Donc, pour moi, intégrer le territoire, d'intégrer justement cette interrelation-là avec le plein air de proximité, c'est vraiment un changement de posture, en fait, que j'ai vécu dans les dernières années comme professionnelle de la santé. Tu sais. Donc, c'est une autre façon, en fait, d'accompagner, d'habiter aussi le territoire. Donc, depuis janvier dernier, donc quand j'ai sorti de mon congé maternité, dans le fond, j'ai pris le mandat, un mandat de remplacement de congé maternité jusqu'en décembre prochain à l'Association des parcs régionaux du Québec. Donc, et ben mon travail auprès des parcs régionaux, ça me permet d'approfondir encore plus, en fait, ma compréhension de l'ancrage territorial et de l'identité, en fait, collective que représente justement cette connexion-là avec le territoire. Puis c'est un rôle qui s'inscrit bien justement dans mes réflexions actuelles par rapport à comment l'intervention plein air, comment cette connexion-là peut davantage se transposer dans notre quotidien. Donc, fait que c'est ça. Et puis, ben c'est ça. Aujourd'hui, ben c'est un peu ce que je vais vous présenter. Ces parcs régionaux-là, ce sont des acteurs de proximité, des gens passionnés, en fait, qui ont à cœur, justement, la santé des collectivités. Et ben c'est un peu ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, ça ressemble un peu à ça, ma petite histoire, en fait. Puis, je vous raconte un peu cette histoire-là parce que ça va être un peu notre fil conducteur, notre fil rouge tout au long de la présentation. J'ai regardé très brièvement, en fait, les différentes statistiques, puis effectivement, ce qui est intéressant au niveau de l'accès puis la proximité aux espaces verts au Québec, en 2024, en fait, l'Institut de statistique, en fait, du Québec disait avait recensé, en fait, qu'il y avait 82% de la population québécoise qui résidait quand même à proximité d'un milieu naturel aménagé. Plus précisément, en fait, il y a 37% des Québécois qui vivent au moins à moins de 300 mètres d'un espace vert urbain, 46% qui résident à moins de 30 minutes en voiture d'un espace naturel aménagé, non urbanisé, donc les parcs régionaux, les réserves, tout ça.
Puis quand on parle d'espaces verts urbains, ben c'est considéré comme par exemple les parcs municipaux, les pistes cyclables, les sentiers récréatifs pédestres en fait, les jardins communautaires boisés. Donc, je trouvais ça intéressant de vous présenter ces statistiques-là parce qu'encore une fois, ben c'est là qu'on réalise que ben tu sais, la nature est plus proche qu'on le pense. Tu sais, quand on pense à la nature, puis on pense à l'accessibilité à la nature, on pense toujours aux grands espaces ou aux régions. Mais la nature, elle est vraiment plus proche qu'on le pense. Puis quand on va, par exemple, à Montréal ou dans des grands centres urbains, ben il y a ces espaces-là aménagés, ces milieux-là naturels qui sont hyper intéressants et qui peuvent être des beaux laboratoires, en fait, pour notre santé. Donc, je voulais juste vous présenter ces petites données-là. L'Association des parcs régionaux, là, j'ai l'air de faire une petite présentation Tupperware, là, où, mais c'est vraiment pas ça mon objectif, mais je voulais vous quand même prendre le temps de présenter un peu en quoi consiste l'Association des parcs régionaux du Québec, à ne pas confondre avec la CEPAC, en fait, parce qu'on nous confond beaucoup avec les parcs nationaux, en fait. Ce sont des super partenaires, des beaux collaborateurs, mais c'est vraiment des parcs qui sont complètement différents. C'est vraiment une gestion qui est différente aussi. Donc, l'Association des parcs régionaux, dans le fond, ça regroupe en fait plus de 51 parcs régionaux. Ça a été créé en 2014, en fait. C'est construit comme un organisme national de loisirs depuis 2019, en fait, et on est reconnu par le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport. L'objectif de l'association, c'est justement d'accompagner, d'offrir aux parcs régionaux un service, des outils, des formations. On les soutient aussi au niveau de l'accès à des programmes d'aide financière. On leur donne un peu justement cette visibilité-là, puis cette crédibilité auprès du ministère, auprès de différentes instances en tant que telles. Donc, l'objectif, en fait, puis la mission des parcs régionaux, c'est vraiment de s'assurer non seulement que les parcs puissent se doter en fait d'un cadre sécuritaire puis de qualité pour assurer une pratique du plein air qui est sécuritaire évidemment, qui est accessible aussi, que ça soit pour les gens qui vivent à mobilité réduite ou qui vivent avec certaines conditions. Et évidemment, on est vraiment dans la mise en valeur du territoire. Donc, la phrase qu'on aime bien dire à l'Association des parcs, en fait, c'est de dire on aime on va protéger ce qu'on aime en fait. Donc l'objectif en fait c'est de démocratiser le territoire tout en assurant sa protection puis la préservation en fait de certains milieux qui sont plus fragilisés. Donc fait que l'accessibilité puis la démocratisation c'est vraiment au cœur en fait de la mission de l'Association des parcs régionaux. Donc ça regroupe en fait l'ensemble en fait des gestionnaires. Présentement en fait on a 51 parcs régionaux. Et on a 21 parcs, en fait, qui sont en processus d'accréditation actuellement. Donc, on a des conseillers à l'accréditation qui vont dans les parcs régionaux, qui s'assurent, en fait, que les parcs répondent à des critères, des hauts standards, en fait, de qualité et de sécurité, en fait. Donc, fait que ça ressemble un peu à ça au niveau de l'Association des parcs. En quoi ça consiste un parc régional? En gros, chaque parc régional a son identité. Et unique en soi. Et ça, c'est une fierté que les parcs régionaux ont, c'est d'avoir leur propre identité. Si, mettons, on compare avec les parcs nationaux qui sont regroupés, qui sont centralisés, chaque parc régional a sa façon de faire, son identité, son histoire, en fait. Et ben ça regroupe différents types de parcs. En fait, il y a 3 types de parcs qu'on retrouve. On a les parcs naturels, en fait, qu'on retrouve, qui sont habituellement des territoires qui sont aménagés en milieu naturel pour favoriser, par exemple, la pratique de kayak, de randonnée, de canot, tout ça. On a les parcs naturels urbains. Donc, il y en a plusieurs à Montréal, on en a à peu près une dizaine, en fait. On a aussi des parcs linéaires régionaux aussi qui font partie, en fait, des parcs régionaux. Donc, ça ressemble un peu à ça, les différents parcs. Juste pour vous donner quelques petits exemples là, pour chacun des types de parcs, là, vous avez justement les parcs naturels. On a le parc régional du Poisson-Blanc, par exemple, le parc régional de Port-Neuf et Vallée-Bras-du-Nord, là, qui sont 3 parcs très vedettes là, ces temps-ci. On en entend beaucoup, beaucoup parler. Donc, ce sont des parcs qui sont considérés comme des parcs naturels en tant que tels. On a les parcs naturels urbains. Donc, justement, le parc Rivière-des-Mille-Îles, le parc régional de Val-d'Aville-Valmorin, pour ceux qui sont plus dans les Laurentides, tous les grands parcs nature de Montréal, en fait, font partie justement de cette catégorie-là. Et les parcs linéaires, on a le Petit Train du Nord, qui est quand même assez connu au Québec. On a le parc régional du Bois-Arnois à Salaberry,
Canal de Soulanges. Donc, ce sont des exemples, en fait, de différents parcs. Donc, ça ressemble un peu à ça. Ils sont un peu partout au Québec je dirais que ce qui est intéressant, c'est si on regarde sur la carte, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de parcs qui sont quand même à proximité des centres urbains. Donc, cette notion-là d'ancrage territorial, puis d'accès, puis de proximité, ça fait vraiment partie de leur ADN, la plupart des parcs régionaux. On a quelques parcs qui sont un peu plus éloignés, éventuellement évidemment, là, éventuellement, là, on aimerait étendre, je dirais, ce territoire-là, mais les parcs régionaux représentent quand même une grosse portion, un gros pourcentage, en fait, du territoire québécois. Je voulais vous partager en fait quelques petites données. Bon, comme je vous disais en début de la conférence, évidemment, je vais pas revenir sur ce que Émilie a partagé dans le cadre de sa conférence en fait sur les différentes études. Récemment, en fait, en novembre 2025, il y a une étude en fait qui a été faite spécifiquement sur les retombées sociales, environnementales et économiques des parcs régionaux. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est ressorti principalement, c'est que les parcs régionaux sont considérés vraiment comme des acteurs privilégiés, en fait, qui favorisent et qui soutiennent la santé puis le bien-être des populations. Cet élément-là, pour moi, est quand même assez important à garder en tête que ce sont des acteurs souvent sous-estimés ou qu'on connaît peu, mais qui représentent vraiment comment je veux dire, des leviers quand même assez importants là, pour la santé de la population. Donc, la CEPAC aussi avait sorti récemment justement de différentes études, une recension des écrits là, qui démontrent en fait les bénéfices sur la santé de la population. Donc, les parcs régionaux, les parcs nationaux, les ZEC, tout ça contribuent justement au bien-être de la population, qu'on vive avec une maladie ou non. Donc, c'est intéressant de voir les différentes données là, qui ont ressorti de cette étude-là que je vais vous partager bien évidemment là, à la fin de la présentation. Question pour vous. Quels sont les freins à votre pratique? Là, tout à l'heure, je vous demandais c'était quoi où se situait votre pratique concernant en lien avec le continuum de la santé. Je serais curieuse de vous entendre. C'est qu'est-ce qui vous freine en fait dans votre pratique du plein air? Ça serait quoi les freins principaux qu'ils retrouvent? Là? Que ce soit des freins sur le plan physique, au niveau de l'accessibilité. Je serais curieuse de vous entendre fait que je vais vous laisser répondre. Donc, la distance, oui, effectivement. La distance revient à deux reprises. Effectivement, c'est bon. OK, je peux marcher seulement 15 minutes à la fois, effectivement, d'avoir des conditions qui font en sorte qu'on ne peut pas faire des très longues randonnées. Le temps libre, l'endurance. Intéressant, super. Je vous laisse encore une petite minute là, pour répondre à la question des freins. Excellent. Parfait. Cette fois-ci, on va y aller, à la positive, entre guillemets. Là, on a parlé des freins, puis vous diriez, c'est quoi les leviers qui favorisent votre pratique du plein air? Dans le sens, qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes en mesure d'en faire, en fait? Ou qu'est-ce qui permettrait, justement, qui vous permettrait d'avoir accès, qui favoriserait votre pratique en plein air en tant que telle? La distance, mais avec des bancs, je pourrais en faire plus. Oui, oui, effectivement, d'avoir des infrastructures mises à la place pour rendre ça plus accessible, des aires de repos, ouais, super intéressant. Avez-vous d'autres leviers qui vous viennent en tête qui favorisent cette pratique-là? Plus de bancs, location de fauteuils sur place, oui, c'est une très bonne idée, effectivement, d'avoir accès à ce genre de matériel-là. Super intéressant. Aller en groupe avec des amis, le social, c'est quand même assez important aussi. Parfait. Excellent.
J'ai pris le temps en fait de faire un survol en fait des différentes recherches en fait qui ont été faites. Puis j'ai demandé j'ai demandé justement à ChatGPT, j'ai utilisé l'intelligence artificielle, donc je le mentionne, de me ressortir un peu les différentes catégories. Autant au niveau des freins à la pratique du plein air, mais des leviers qui peuvent favoriser. Puis vous l'avez super bien nommé, en fait. Je pense que vous avez nommé plusieurs qui sont quand même assez intéressants, mais justement, ce qu'on retrouve principalement, c'est au niveau des freins, si je me concentre principalement sur les c'est effectivement le fait d'avoir une douleur qui est fluctuante, fatigue chronique qui est rattachée à ça, le fait que c'est plus difficile. Il peut y avoir aussi des craintes, en fait, d'aggraver certains symptômes. Et puis, les différents leviers qui existent, en fait, pour favoriser ça, mais c'est effectivement, c'est d'avoir accès à des activités qui sont adaptables, d'assurer une certaine progression qui est graduelle, les pauses fréquentes, puis d'utiliser justement des activités ou mettre en place des activités qui sont à faible intensité, donc pour permettre justement une meilleure accessibilité. L'autre élément, je passerai pas à travers toutes les catégories parce que je vais vous parler, j'aimerais ça prendre un moment pour vous parler des différentes mesures gouvernementales qui existent en ce moment pour rendre ça accessible. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est au niveau, je pense que vous l'avez super bien nommé, l'accessibilité des infrastructures. Donc, autant au niveau du transport, mais le fait aussi que des fois, justement, il manque d'aires de repos. La signalisation est pas toujours claire. Il manque de bancs. Fait que c'est tous des éléments, des aménagements, en fait, qui favorisent, en fait, la pratique du plein air quand on vit avec une condition comme la douleur chronique, en fait. Donc, fait que c'est ça. Évidemment, toutes les contraintes en lien avec les finances, parce qu'on se cachera pas, mais faire une sortie dans un parc, faut prendre la voiture. Puis là, ça, c'est de l'essence. Il faut louer. Si on y va en groupe, il faut louer un bus. Fait que là, se rendre, puis là, rendu au parc, là, il faut payer les accès. Il faut avoir du matériel qui est adéquat. Donc, ce sont tous des freins, malheureusement, qui existent. Puis, justement, il existe en fait des leviers qui puissent favoriser puis qui peuvent venir contrer, je dirais, ces freins-là. Donc, ce tableau-là, je vais vous le partager. Donc, pas besoin de l'écrire ou pas besoin justement là, de l'enregistrer très rapidement. Là, je vais vous le partager avec grand plaisir, en fait. Mais je trouve ça très intéressant de voir que pour chacun des freins, c'est possible effectivement de répondre à travers des leviers justement qui favorisent ça. C'est un peu ce que je vais vous présenter. Les parcs régionaux, en fait, dans les dernières années, ils ont fait une collaboration avec Kéroul, en fait. Plusieurs parcs qui ont commencé à justement à repenser leur aménagement, mettre en place, en fait, différentes différentes possibilités, du matériel en fait accessible pour favoriser l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite en fait. Puis ce qui est intéressant, c'est que les parcs régionaux ont embarqué à 100% là-dedans. Donc chaque parc régional maintenant a ou du moins est en voie de l'être, a sa cote en fait d'accessibilité qui est attribuée à la suite de la visite d'un gestionnaire là, qui assure en fait l'évaluation. Et évidemment, c'est sûr et certain que c'est pas parfait parce que Kéroul va principalement s'intéresser aux installations, par exemple à l'accueil, les bâtisses en tant que telles. Ils vont s'intéresser à quelques sentiers, mais ceci étant dit, ce qui est intéressant, c'est que il y a des démarches qui sont entamées depuis plusieurs années pour favoriser l'accessibilité pour les personnes qui sont en mobilité réduite. Quand je parle de personnes à mobilité réduite, là, il y a aussi ça, c'est quelque chose qui est quand même important à garder en tête, c'est que en mettant en place justement je dirais des infrastructures qui favorisent l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, ça permet aussi aux jeunes familles, je pense aux mamans avec leurs poussettes, donc tout le monde en fait peuvent, je dirais, comment je pourrais dire, bénéficier en fait de ces différentes mesures. Donc, fait qu'il y a tout un travail en fait de collaboration là avec Kéroul qui a été mis en place pour favoriser justement l'accessibilité dans les différents parcs régionaux.
D'ailleurs, vous voyez sur la photo, en fait, là, dans le fond, il y a plusieurs infrastructures qui ont été mises en place là, au parc régional du Port-Neuf, en fait, dans le secteur, en fait, de la gorge de la rivière de Sainte-Anne. Fait qu'il y a différentes infrastructures qui ont été mises en place pour que ça soit facilitant, en fait, pour les gens qui sont à mobilité réduite, donc soit qui sont justement, là, soit qui vivent avec des douleurs, soit qu'ils ont besoin, justement, qui doivent utiliser une chaise berçante ou quoi que ce soit. Chaise berçante, excusez-moi, une chaise roulante. Donc, hop, j'ai baisé. Parfait, excellent. Donc, ça, c'est pour ça. Il y a Accès Nature. Accès Nature, en fait, ça a commencé en 2025, 2024, 2025, en fait, dans ces eaux-là. Donc, c'est un programme, une mesure gouvernementale qui a été mis en place en collaboration aussi avec la CEPAC, en fait, qui favorise justement l'accès gratuit au parc. Donc, tout le monde, peu importe partout à travers le Québec, chaque personne a droit à 4 accès par personne par parc régional. Dans le fond, ça fonctionne par saison. Donc, là, il va y avoir une saison qui va ouvrir cet été et cet automne. Et comment ça fonctionne? C'est aussi simple que vous allez sur le site, en fait, de toulemondedehors.ca. Vous choisissez votre parc, en fait, et par la suite, en fait, vous pouvez sélectionner les accès. Et les 4 accès, vous pouvez les prendre dans le même parc, mais vous pouvez aussi le prendre ailleurs dans différents parcs. Donc, c'est une mesure qui a favorisé énormément l'accessibilité parce que les parcs régionaux, disons, c'est à géométrie variable, il y a des parcs qui sont gratuits, mais il y a des parcs il y a un tarif, en fait. C'est un tarif qui peut varier entre 8 et 12, 13 dollars, tout dépendamment des différents parcs. Mais si on est en mesure, justement, là, de pouvoir avoir des gratuités, ben ça, c'est intéressant, justement, pour découvrir les parcs régionaux. Donc, la CEPAC, eux, ont décidé de faire les choses autrement. Ils offrent un 30 de rabais sur leur sur leur carte, en fait. Donc, ça, c'est pour le programme Accès Nature. Je vais vous envoyer les informations. C'est quelque chose qui vous intéresse, évidemment. D'Accès Nature, il y a Destination Nature, en fait, qui est interrelié. C'est 2 mesures gouvernementales, en fait, qui sont interreliées. Donc, Destination Nature, c'est le financement du transport, en fait, pour les groupes. Donc, ça vient avec transport et des entrées gratuites. Donc, comme je disais, Accès Nature, Destination Nature, c'est 2 mesures qui sont vraiment interreliées et qui permet justement à des groupes scolaires et des groupes communautaires, en fait, de pouvoir faire des sorties dans les parcs régionaux. Donc, et aussi, c'est possible de faire des sorties dans les parcs nationaux aussi. Donc, les parcs régionaux et la CEPAC, en fait, sont ensemble. Et c'est financé, en fait, par le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Éducation. Donc, les 2 ministères se sont mis ensemble, en fait, pour offrir des transports et des accès gratuits. On en parlait tout à l'heure, la distance, le transport, les coûts, tout ça, ça peut être des freins. Donc, ce sont des programmes qui existent, en fait. Destination Nature devrait reprendre, en fait, au mois d'août. Donc, pour ceux et celles, justement, qui font partie d'organisations communautaires ou qui sont dans les écoles ou quoi que ce soit, mais c'est un programme qui est super intéressant, qui rend accessible, justement, les parcs régionaux et aussi les parcs nationaux, là, qui est un de nos partenaires sur cette mesure-là. Du 2 au 4 octobre, en fait, l'année passée, en fait, c'était au mois de juin qu'il y a eu les journées proximité plein air. Donc, les journées proximité plein air, c'est durant ce week-end-là, partout à travers le Québec, il va y avoir des activités gratuites, en fait, de plein air de proximité. C'est une initiative, en fait, de l'Association québécoise du loisir public, en fait, et en partenariat avec le Réseau Plein Air Québec. Donc, c'est financé par le ministère de l'Éducation. Donc, c'est des activités de partout à travers le Québec qui vous permettent justement de découvrir certaines activités ou de vous initier en fait au plein air de proximité. Donc, ça aussi, c'est une super opportunité en fait qui vous permet justement de pouvoir vous initier si vous souhaitez essayer des nouvelles activités qui sont à proximité de chez vous, évidemment. Donc, fait que c'est du 2 au 4 octobre. L'objectif, en fait, notre vision avec les journées proximité plein air, c'est qu'un jour, ces journées-là puissent revenir à chaque année. Un peu comme les journées de la culture, ben c'est un peu le même principe où on souhaite que les journées de proximité plein air puissent revenir à chaque année pour pouvoir justement faire profiter à l'ensemble, en fait, de la population des activités de plein air de proximité. Donc, ça aussi, c'est aussi une autre opportunité qui est super intéressante, en fait.
Je vous parle des parcs, je vous parle de différentes mesures gouvernementales, mais là, c'est de dire, ouais, mais Laura, tu sais, moi, justement, faire des grosses randonnées de 10 kilomètres dans un parc régional qui est à 1 heure ou 2 heures de chez moi, ça n'a pas vraiment de sens, là. C'est possible justement, d'identifier certains parcs, en fait, qui sont plus proches de chez moi ou qui puissent répondre du moins à certains critères. Ben, maintenant, il y a Balise Québec, en fait. Ça fait quelques années que ça existe, en fait. Mais Balise Québec, c'est un projet qui a été développé là, principalement avec Rando Québec. Balise Québec, dans le fond, c'est l'ensemble des sentiers. Il en manque encore, mais il y a quand même pas mal de sentiers qui se retrouvent en fait sur Balise Québec. Et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne en fait là. Je vais arrêter mon partage et je vais vous montrer très rapidement comment ça fonctionne. Si vous allez, dans le fond, sur le site, en fait, de Balise Québec, vous pouvez mettre vos critères, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça vous permet justement d'identifier les différents, je dirais, les différents critères qui vont amener justement vers des sentiers qui répondent à vos besoins puis à votre réalité, en fait. Donc, ça ne sera pas bien long. Je vais juste m'assurer que je suis sur le bon site et que tout se passe bien. Donc, voilà. C'est bon, je vous repartage mon écran. Fait que ça aussi, ça va se retrouver évidemment dans les documents que je vais vous partager éventuellement. Donc, si vous allez sur le site de Balise Québec, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez directement vous pouvez sélectionner la région, mais au-delà de juste la région, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se choisir des filtres, en fait, qui vont permettre de faire une espèce de recherche pour vous, pour choisir les sentiers qui vous correspondent, en fait, qui correspondent à votre réalité. Donc, effectivement, je peux donner un exemple de dire, ben moi, je cherche une randonnée d'environ mettons, on va y aller avec quelque chose de très simple, on va y aller avec un maximum 5 kilomètres. Je peux choisir évidemment le niveau de difficulté, le type de sentier, l'accessibilité, c'est-tu gratuit, je peux-tu venir avec mon chien? Donc, mobilité réduite, justement, est-ce que, bon, je suis en chaise roulante? Est-ce que effectivement, est-ce que bref, est-ce qu'il y a différentes conditions qui font en sorte que, justement, ça peut jouer au niveau de l'accessibilité? Si vous faites partie d'un programme de Rando Québec, en fait, ils ont différents programmes, en fait. Et évidemment, vous pouvez choisir les types de parcs. Donc, dans le cas des parcs régionaux, mais ça vous permet justement d'identifier les différents parcs régionaux qui sont à proximité selon les différentes régions. Donc, ce qui est intéressant de cet outil-là, c'est que c'est un outil qui est sous-utilisé, c'est ça que j'ai envie de dire. Et ce qui est intéressant, c'est avec Balise Québec, ça vous permet justement d'identifier rapidement les sentiers qui vous correspondent en fait, et ça vous évite justement d'avoir des mauvaises surprises. Donc, ça ressemble pas mal à ça, je dirais, pour cet outil-là. Avec Balise Québec, en fait, ils ont développé aussi des prêts à partir, en fait, qui sont des espèces de fiches qui vous permet justement de vous préparer à votre randonnée. Si vous décidez justement de faire une randonnée un peu plus longue, tout ça. Donc, ces fiches-là aussi sont disponibles en fait sur leur site. Je vais repartager à nouveau mon écran, ça ne sera pas bien long. Donc, voilà, c'est bon. Donc, les prêts à partir, en fait, encore une fois, ils ont été sélectionnés. Excusez, je vais juste repartager pour correctement. Et voilà. Bon, parfait. Excellent. Donc, les prêts à partir, comme je vous disais, c'est vraiment comme des petits guides, en fait, avec votre itinéraire. Ça vous permet aussi d'avoir un peu tous les renseignements un peu plus pratico-pratiques, en fait, qui vous permet justement de bien vous préparer si vous décidez d'aller vers une randonnée un peu plus longue ou quoi que ce soit, ou plus courte, ou tout dépendamment, évidemment, des différents filtres que vous avez choisis à partir de Balise Québec. Donc, c'est un super autre outil, en fait, qui favorise l'accessibilité aux activités de plein air, en fait, pour la population en général. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est possible aussi de sélectionner, encore une fois, des informations qui sont propres à vous aussi, selon votre réalité. Si, par exemple, effectivement, vous vivez avec la douleur chronique, vous avez besoin d'avoir accès à certains matériels spécialisés ou quoi que ce soit, bien, les prêts à partir sont là aussi pour vous accompagner là, lorsque vous devez vous préparer pour une activité plein air. Fait que ça, c'est un autre outil, en fait, qui
Puis, je pense que ça vaudrait la peine de le faire connaître davantage, en fait. Donc, encore une fois, c'est de notre partenaire Rando-Québec là, qui a développé cette belle boîte à outils-là. Donc, fait que c'est ça. Pour trouver un parc régional, ben évidemment, vous pouvez passer par Balise Québec, mais il y a aussi le site, en fait, de Québec Aventure Plein Air, en fait, où vous avez l'ensemble, en fait, là, des 51 parcs qui sont membres, en fait, là. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur chacun des parcs, en fait, c'est possible de passer aussi par ce site Internet-là. Balise Québec est plus axé sur les sentiers, alors que Québec Aventure Plein Air est plus axé sur le tourisme en général. Donc, c'est un site un peu plus, je dirais, touristique en tant que tel. Donc, si vous souhaitez, mettons, avoir un hébergement ou quoi que ce soit, donc, il y a aussi cette possibilité-là de passer par le site pour pouvoir avoir accès à plus d'informations autres que les sentiers. Donc, voilà pour ça. Ça ressemble un peu à ça, les différents outils, les différentes mesures qui sont à votre disposition, en fait, pour avoir accès justement à nos différents parcs régionaux. Mais comme je vous expliquais, évidemment, je vais vous partager les études, les recensions d'écrits qui ont été faites par Émilie, ma collègue à l'université. Bien évidemment, je serais curieuse de vous entendre par rapport à ce qu'on a discuté. On a parlé des freins, on a parlé justement de c'est quoi les leviers qui favoriseraient votre pratique en plein air, en fait. On a parlé des différents bénéfices aussi, des retombées. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Est-ce qu'il y en a qui voudraient partager, échanger par rapport à ce qui a été nommé aujourd'hui? Je vous laisse aller. Je vous écoute.